Bonjour et bienvenue dans cette conférence organisée par l'ESMA. Aujourd'hui, une invitée un peu particulière, Lucie Marinetto. Un peu particulière puisqu'elle est nominée aux VES Awards, l'équivalent des Oscars dans les effets visuels. Pour la présenter brièvement, elle est issue de l'ESMA Promotion 2016. De mon côté, je suis Benoît Rogès du site 3dvf.com qui traite de tout ce qui est animation, effets visuels, ce genre de choses. On suit du coup l'ESMA évidemment depuis des années. Et du coup, je vais te laisser faire une petite présentation. C'est parti. Je m'appelle Lucie Martinetto, j'ai 26 ans. Je suis une ancienne étudiante de l'ESMA de la promotion 2016. Et actuellement, je travaille à Unity Image, comme disait Benoît, un studio parisien qui fait des bandes annonces de jeux vidéo. Donc c'est leur démo reel d'il y a 5 ans déjà. C'est un studio qui fait des bandes annonces pour des grosses licences de jeux vidéo. Donc vous allez pouvoir voir des projets d'Ubisoft comme Beyond Good and Evil 2 ou For Honor. Donc voilà, c'est un studio qui se spécialise vraiment dans le photoréalisme. Malheureusement, je ne peux pas vous parler des projets sur lesquels je travaille actuellement parce que j'ai signé une NDA, donc c'est confidentiel. Mais c'est pour des très gros studios, donc j'ai hâte que ça sorte d'ici 1 ou 2 ans peut-être. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, donc de mes études et aussi de ma vie professionnelle. Donc moi j'ai fait, donc déjà je suis de Montpellier, je suis montpelliéraine, j'ai fait un bac S en physique-chimie, voilà. Et donc j'ai eu mon bac, mention très bien. Et j'ai décidé quand même de me diriger vers des études artistiques parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Ma mère est artiste et j'ai toujours été fan de jeux vidéo, de dessins animés. Donc, de DreamWorks notamment. Si ouais, j'adore DreamWorks, Shrek, Kung Fu Panda, c'est vraiment film phare. Après, en termes d'animation 2D, il y a aussi le studio Ghibli bien sûr, oui. Mais donc j'ai toujours été très fan de ça. Et donc j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire des études artistiques. Et donc ils étaient plutôt contents, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et donc mon père en a parlé autour de lui. Et un de ses amis, sa fille, Chloé Bonnet, était à l'ESMA en dernière année d'études. Et donc elle m'a présenté l'ESMA, la formation en cinéma d'animation. Et donc j'ai découvert en fait que ce qui me passionnait depuis que j'étais toute petite, on pouvait en faire un métier, gagner plutôt bien sa vie, voyager dans le monde entier. Donc ça m'a fait rêver, donc je me suis inscrite à l'école. Donc j'avais que 17 ans quand j'ai commencé l'école, donc j'étais assez jeune, mais je me suis plutôt bien intégrée, c'est vraiment devenu comme une famille. Donc c'était vraiment des super souvenirs d'avoir eu cette formation et de rencontrer toutes ces personnes. Donc voilà, j'ai fait l'ESMA et par la suite, j'ai eu mon premier job. Donc mon premier job, je l'ai trouvé en fait 3 mois avant d'avoir mon diplôme au Festival d'Annecy parce qu'il y avait l'ESMA qui avait organisé des rencontres avec plusieurs studios. Donc un studio à Londres, The Mill. Donc c'est un studio de publicité. Et donc il m'avait repéré avec notamment 3-4 autres étudiants. Donc on a tous été pris. Et après avoir eu mon diplôme, je suis partie à Londres pendant 1 an et demi. Et donc à Londres, j'ai fait 2 studios en particulier. Donc The Mill, un studio de publicité dans lequel je suis restée à peu près 8 mois. Donc c'était vraiment là où j'ai commencé tout en bas de l'échelle avec un salaire, bon voilà. À Londres, même un bon salaire, c'est quand même une ville qui est très chère. Donc j'ai travaillé dans de la publicité au début sur des petits objets insignifiants, puis après pour passer à des personnages un petit peu plus importants. Donc voilà, c'est allé graduellement. J'ai eu un superviseur qui m'a aussi appris à coder un petit peu plus qu'avant, donc c'était super intéressant. Et en fait, par la suite, il y a Framestore qui m'a contactée. Donc Framestore, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros studio d'effets spéciaux au monde en termes d'effectifs. Ils sont partout, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et donc, au début, moi, je ne voulais pas partir de The Mill parce que j'étais bien, j'apprenais plein de choses. Et en fait, je me dis, bon, on va quand même aller à l'entretien d'embauche, ça ne fait pas de mal.
Et donc j'ai bien fait parce qu'à l'entretien d'embauche, déjà, ils me proposaient un meilleur salaire. Donc ça, c'est quand même important dans la vie. Et ensuite, ils me proposaient un projet très très cool, donc Les Animaux Fantastiques 2. Donc moi, je suis une grosse fan de Harry Potter. Donc déjà, ma sœur, si j'avais pas pris le job, elle m'aurait zigouillée. Et ensuite, c'était sur les plateaux de tournage de Warner Bros. En fait. Donc ça, c'était assez incroyable comme opportunité. Donc voilà, j'ai donné ma démission, j'y ai pas pensé plus de 10 secondes, et j'ai accepté ce nouveau poste. Et donc pendant presque un an, j'ai travaillé sur les plateaux de tournage à Londres. Et donc c'était assez incroyable parce que on voit des acteurs qu'on connaît, dont on est fan. On voit aussi des réalisateurs ou autres. Donc ça, c'était assez incroyable. Pour en mentionner quelques-uns, j'ai vu Tom Cruise, Hugh Grant, Johnny Depp, Jude Law, évidemment les acteurs comme Eddie Redmayne ou Daniel Radcliffe de la franchise Harry Potter. Donc ça, c'était super cool. Et puis aussi de se balader sur les plateaux de tournage. En fait, c'était assez incroyable parce que donc, dans Fantastic Beasts 2, il y a un moment où ça se passe à Poudlard, donc on marche vraiment dans la salle de défense contre les forces du mal. Donc ça, c'était vraiment magique. Donc voilà, c'est quand même fou de pouvoir vivre et de faire un métier et de vivre de ça, de faire un métier de passion assez incroyable. Donc voilà, ça c'était plutôt cool. Et d'ailleurs, ta spécialité, c'est le rigging. Oui. Les personnes qui nous regardent sont peut-être pas tout au courant de ce dont il s'agit. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors le rigging, c'est un peu un métier de l'ombre. C'est pas ce qu'on voit de prime abord quand on regarde un film. En fait, ça va être de donner la capacité de mouvement à ce qui est inanimé. Donc par exemple, comme une marionnette, on va venir lui mettre des articulations et également des fils pour le faire bouger. Donc nous, ça va se retranscrire en joints qui représentent un peu le squelette humain et en contrôleurs qui vont permettre aux animateurs de faire bouger le personnage. Donc je me spécialise plus particulièrement dans le rigging facial. Donc ça va être venir mettre tous ces micro-expressions dans le visage pour vraiment que le spectateur ressente cette émotion. Donc en fait, je donne la compétence de mouvement à ce qui est inanimé, on va dire. C'est assez clair. D'accord, oui, donc tu vas vraiment permettre, tu ne vas pas faire les expressions et les émotions, mais tu vas permettre aux animateurs de les créer. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Du coup, j'ai préparé ma démo reel, donc c'est une petite vidéo qui résume mon travail de quand j'étais à Londres. Du coup, c'était en 2017 que je l'ai faite. Donc au début, on peut voir du travail que j'ai fait à The Mill. Donc comme je l'ai mentionné, c'était vraiment des props, c'est-à-dire des objets très basiques, tout simples, comme un calendrier. Là, c'était pour une pub pour Lexus. Donc là, c'était tous les objets qu'on voit, mais en fait, c'est assez basique, quoi. Il n'y a pas vraiment de mystère derrière tout ça. C'est vraiment ce qu'on donne aux juniors un petit peu quand on commence. Oui. Voilà, on sait que tu échoueras pas là-dessus. Donc voilà, c'était les premiers boulots. Et par la suite, j'ai fait des personnages en entier. Donc là, je me suis occupée du petit cochon, du professeur lapin et de la petite loutre là qui est dans le fond. Donc c'est des personnages qui sont secondaires, un peu dans le flou. Mais voilà, on passe de props à des personnages en entier, à faire le rigging facial. Donc c'était un petit peu plus de responsabilité, quoi. Oui, en plus des personnages très expressifs, donc un gros travail derrière. Ouais. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et donc ouais, c'était plutôt cool. Et ensuite, comme je disais, le summum de ma carrière, j'ai rigué ce dauphin pour une pub téléphonique à Londres qui se transforme en mi-dauphin, mi-paresseux. Voilà. C'est magnifique. Donc en fait, là, c'était vraiment cool de bosser sur ce personnage-là qui n'existe pas. Donc c'est vraiment une créature. Bon, après, c'est sûr que ça se base sur deux animaux qui existent, mais de rechercher l'anatomie de ces animaux, c'était plutôt intéressant. Donc au fur et à mesure, c'est sûr qu'un personnage cartoon, c'est à nous un peu d'inventer cette anatomie en se basant sur ce qu'on a, mais quand c'est un peu plus réaliste, c'est un peu plus recherché. Oui, il ne faut pas que le dauphin se déforme de manière totalement irréaliste, il faut que ça reste parce qu'on sait à quoi cohérent. Ça ressemble un dauphin. Et donc là, vous pouvez voir, c'est le travail que j'ai fait en prévisualisation sur Fantastic Beasts. Donc la prévisualisation, c'est pas quelque chose qu'on va voir à l'écran au final, c'est ce que le réalisateur va voir
pour s'imaginer les effets spéciaux après. Donc en fait, il va tourner des plans et en prévise, on va prendre ces plans et mettre des créatures temporaires. Donc là, le zoo ou les matagots, pour que le réalisateur voit à quoi son film va ressembler. Oui, ce qui va permettre de valider le cadrage, les effets, les mouvements principaux. Et si ça ne va pas, hop, on ajoute un mois de tournage et on retourne les scènes, il n'y a pas de souci. Donc c'était vraiment un travail, un aller-retour avec le réalisateur et les équipes. Du coup, on avait une douzaine d'animateurs qui travaillaient là-dessus, donc c'était très très sympa. D'accord. Ensuite, j'ai quelques photos parce que voilà, j'étais sur le plateau de Warner Bros qui était assez cool. Donc mais là, c'est une photo avec des collègues de travail où on se baladait dans le cimetière qui est à la fin de Fantastic Beasts 2. Et en tant qu'artiste rigging, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu étais sur le plateau? Est-ce que c'était le studio qui vous permettait de le faire? Est-ce que ça avait un rapport avec le travail plus direct? Alors en fait, j'étais sur le studio parce qu'il y avait une douzaine d'animateurs qui travaillaient pour la prévisualisation et ils avaient besoin de quelqu'un qui soit on-site sur le site pour faire les notes tout de suite parce que ça va très vite en fait. Le réalisateur il passe le matin et il va dire « Ah, je veux tel ou tel changement ». Il faut que les animateurs soient capables de faire ces changements. Est-ce que le rig a toutes les compétences? Et en fait, on recevait des riggings de plusieurs vendeurs, donc d'INEG ou d'autres. Les vendeurs étant les autres personnes, les autres studios qui travaillent sur le film. Il n'y a pas qu'un seul studio qui travaille sur un film, selon les séquences, selon les personnages. Et donc, il fallait quelqu'un qui soit capable d'ouvrir les rigs de tout le monde et qui soit capable de bidouiller tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait quelqu'un on-site sur le plateau de tournage. Donc, c'était plutôt cool pour moi. Oui, c'est sympa. Puis ça a une certaine responsabilité aussi, oui. Puisque du coup, tu influes sur le travail de différents studios. Bien sûr. Et puis, en fait, ce qui était assez cool, c'est que les animateurs, on pouvait aller se balader sur les plateaux et voir une scène qui avait été tournée, par exemple dans la cuisine, et se dire qu'est-ce que les créatures pourraient faire, avec quels éléments elles pourraient jouer. Et donc en fait, souvent, on se filmait nous-mêmes. Par exemple, à un moment, il y a un kappa, donc c'est cette sorte de grenouille japonaise, qui est dans un bain. Donc en fait, moi, j'ai joué le kappa dans le bain, et il y avait d'autres créatures qui interagissaient, donc d'autres animateurs qui faisaient d'autres personnages, et on se filmait, et on montrait ça au réalisateur. Voilà, très sérieusement. Il nous regardait, il nous disait c'est parfait, super. Et après, on le faisait en 3D. Donc il y avait vraiment ce côté, on trouve des idées et on apporte ça au film. Moi, j'ai des collègues qui ont dit ça serait rigolo si tel personnage, quand il marchait, il se traînait un petit peu par terre comme ça. Et c'est dans le film à la fin. Donc c'est vraiment en prévise qu'on peut apporter toutes ces idées très uniques, on va dire. Donc, il y a des petites photos des plateaux de tournage. Donc là, on est dans le ministère de la magie. Là, c'est des photos, donc à gauche, on peut voir, c'est des copains à moi à la wrap party. Donc quand le film est fini, qui prennent un petit selfie avec Johnny Depp. Là, c'est moi qui ai pris Daniel Radcliffe en photo de loin parce que je me suis dit, c'est pas possible, il y a Daniel Radcliffe devant moi. Harry Potter, j'entends sa voix, c'est fou, personne ne va me croire. Donc j'ai pris une petite photo comme ça. Puis je me suis dit, je peux mourir tranquille, c'est plutôt cool. Donc c'était assez incroyable comme expérience. Mais du coup, Londres, ça s'est terminé. Je suis partie au Canada parce que pourquoi pas, hein, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau territoire, nouvelles horizons. C'est bien de changer aussi, on est dans un milieu qui bouge beaucoup, donc il faut toujours... moi, je suis toujours ouverte aux nouvelles opportunités, je dis toujours oui à des nouvelles opportunités. C'est pour ça, quand j'ai des propositions d'entretien d'embauche, en général, je dis jamais non, parce que je peux être surprise d'un projet ou d'un super salaire ou d'un nouveau territoire à découvrir. Donc c'est toujours très important pour moi. Et donc je suis partie à l'atelier animation. Donc c'est un studio, alors je dirais franco-québécois parce que c'est au Québec, mais c'est dirigé par à l'époque c'était dirigé par des Français. Et du coup, j'ai travaillé sur Attention Menhir, comme tu l'as dit, pour le parc Astérix. Donc, si jamais vous allez au parc Astérix, voilà. Il y a un petit court-métrage sur lequel j'ai participé. Donc, j'ai rigué des idoles d'enfance comme Astérix, Abra Raccourci, X. Donc, ça, c'était plutôt cool. Et après, j'ai bossé sur le film d'animation Vaillante, qui est sorti au printemps dernier au cinéma. Oui. Je ne sais pas si tu l'as vu. Hein. Oui, oui. Et donc, sur ce projet, j'ai eu la surprise d'avoir mon superviseur qui a démissionné un mois avant le début du projet.
Et j'étais la plus ancienne de l'équipe du coup, et donc toutes ces responsabilités un peu me sont retombées dessus, notamment de faire le développement du rigging facial. Et donc c'est là que j'ai découvert le rigging facial et que, enfin bon j'en avais déjà fait, mais plus amplement le développement du rigging facial. Et c'est là que mon amour pour ça est un peu né, donc j'ai fait tout le développement pour le film, donc ça c'était assez incroyable. Et donc j'étais bien, pareil, je ne voulais pas quitter cette boîte parce que je m'y sentais très très bien. Mais Framestore à nouveau arrive, on ne peut pas leur dire non. Et donc avec un super projet, cette fois c'était Tom et Jerry. Donc pareil, moi je suis vachement fan de Woody Woodpecker, Betty Boop, Tom et Jerry, enfin tout ça aussi j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant. Donc je me suis dit pareil, moi c'est vraiment les projets qui me drivent, donc j'ai envie de bosser sur des projets qui me font rêver et auxquels j'ai envie de voir mon nom associé aussi. Oui, d'autant qu'il y a un mix entre de l'animation, des images réelles, Tout à fait. un peu à la Qui veut la peau de Roger Rabbit. Tout à fait. Donc c'est en termes de challenge technique, ah ouais, c'est intéressant. C'était assez incroyable. Puis il y a plein de films après ça qui ont fait un peu pareil, comme le nouveau Space Jam. Oui. Puis aussi ils ont fait un truc avec les aventures de Tic et Tac qui a un peu fait la même chose. Donc c'était cool de travailler sur ce nouveau type de rendu. Et pareil, de travailler sur des personnages dont on est fan. Et donc là, pareil, j'étais en charge de tous les assets de Montréal, de faire le rig facial. Donc j'ai un petit peu continué sur cette lignée. Et c'est là-dedans, du coup, que j'ai décidé de me spécialiser. Tom et Jerry, ça a quand même duré 1 an, hein, parce que c'est long, un projet. Mais après, j'ai bossé sur une série Netflix qui s'appelle Lost in Space. La petite Nemo au monde des rêves qui est sortie en novembre sur Netflix aussi, pour lequel j'ai eu une nomination au VES Award. Et puis j'ai travaillé aussi sur Peter et Wendy qui est le prochain Disney, encore un reboot qui va sortir normalement cet été. Sur la petite Nemo, tu as bossé sur quoi précisément? Alors sur la petite Nemo, j'ai travaillé donc sur le petit cochon, Pig, qui est la peluche de Nemo. J'ai fait les Digi-Double. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Digi-Double, c'est on refait en 3D les acteurs au cas où on a besoin de les remplacer dans certaines scènes ou d'ajouter des interactions avec les personnages 3D. Je suppose notamment pour les scènes d'action sous-marine, ce genre de choses. Tout à fait. Avec des choses qui seraient impossibles à tourner, on ne va pas mettre une actrice de 11 ans dans une piscine. Non, bien sûr. Donc j'ai fait Nemo, Flip, donc, qui est joué par Jason Momoa. Et puis j'ai également travaillé sur le lit qui devient géant avec les pattes qui s'étendent, tout ça, et d'autres petits personnages du film. Donc voilà, j'ai fait tous les assets que Framestore avait reçus parce que j'étais la seule rigueuse sur ce projet. D'accord. Il y a aussi une créature antagoniste. Est-ce que tu as travaillé là-dessus? Est-ce que c'était un autre studio? C'est un autre vendeur qui a fait cette créature, mais par contre, à un moment, il y avait une interaction avec notre personnage. Donc on a dû juste recréer une tentacule de cette grosse pieuvre de fumée pour ce shot spécifique. Mais oui, non, en général, il y a plusieurs vendeurs qui s'occupent de faire différents assets pour un projet. D'accord. Du coup, voilà, c'était mon expérience canadienne. Donc je vais vous montrer une petite vidéo qui résume un peu ce que j'ai fait au Canada. Il n'y a pas tout, hein, évidemment, parce qu'il n'y a pas tout qui est sorti. Donc ça, du coup, c'était pour Tom et Jerry, donc, le petit pigeon qui rappe au début. Je me suis occupée de leur rigging facial. Donc là, c'est Spike, c'était vraiment le gros asset qu'on avait à Montréal parce qu'on n'avait pas de Tom et Jerry. Ils étaient à Londres, c'est le studio un petit peu mère, on va dire, donc, qui en général a les plus gros assets. Mais du coup, Spike, c'était quand même un personnage assez prépondérant dans le film. Donc voilà, j'ai fait son rig facial, en fait que les rigs faciaux sur tout le projet. Donc ça c'était assez chouette parce qu'on travaille avec le superviseur d'anime pour avoir vraiment les détails parce que c'est quand même le visage qu'on voit à 80% sur les shots, donc c'est assez cool. Et le rendu est... alors c'est de l'animation 3D mais avec un rendu qui est stylé 2D, ouais. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être forcer un peu plus sur les expressions pour que ça se voit. Et du coup, ça a dû avoir un impact aussi. Il prenait les cartoons d'il y a longtemps et il voulait avoir exactement ces expressions-là. Donc c'était assez poussé, il fallait que le rig soit capable de faire énormément de choses. Donc, pour te dire à peu près, je crois qu'il y avait 1200 vertex sur la tête du chien et 600 contrôleurs. Donc c'est-à-dire que
le ratio entre ce qu'on pouvait faire bouger et le nombre de points qui bougent était dingue parce qu'il y avait toutes ces micro-expressions. Donc là, je ne suis pas passée là-dessus, mais du coup, il y avait des extraits de Attention Menhir et là du développement du rigging facial pour Vaillante. Donc là, on avait commencé sur ce personnage-là, mais ensuite ça a été reproduit sur tous les autres assets. Et là, du coup, j'ai mis quelques extraits du petit cochon dans Nemo parce que je le trouve vraiment trop mignon. Et puis, comme je disais, c'est un des personnages sur lesquels j'ai le plus aimé travailler. J'ai travaillé presque 6 mois sur ce personnage. Et le film m'a beaucoup plu aussi, donc c'était vraiment une fierté de pouvoir travailler sur un film qu'on apprécie, parce que je suis fan de Little Nemo in Slumberland, le dessin animé, et puis la BD qui avait été faite avant, donc c'était vraiment cool de pouvoir bosser sur un projet passion, et puis aussi que ça arrive à cette nomination, c'est assez incroyable. Alors... Et du coup, le Canada, ça s'arrête. Et je suis rentrée en France pendant la pandémie. Hein, c'était assez compliqué. Pendant 2 ans, on n'avait pas vu nos familles. Donc, c'était difficile comme choix parce que moi, j'aimais bien l'endroit où je travaillais. Donc, j'ai annoncé que je partais du Canada, mais que ce n'était pas une démission. Et ils ont eu la gentillesse de me proposer de me garder en freelance. Donc j'ai travaillé depuis la France pour Framestore, mais Londres, cette fois pour les fuseaux horaires, c'était plus pratique. Et donc j'ai continué à faire du rigging facial pour le développement d'un long métrage d'animation qui malheureusement s'est fait cancel avec plein d'autres films à cette période-là de la pandémie. Il y a plein de projets d'animation qui ont été un petit peu annulés, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être un remaniement dû au fait que la consommation des gens en termes de streaming a changé. Donc voilà, c'était un peu une déception, mais c'est des choses qui arrivent aussi dans le milieu de la 3D. Et du coup, c'est le genre de projet qui est annulé, mais qui reste pour autant la propriété du client, et tu ne pourras jamais en montrer des images. Bien sûr. Alors là, c'est impossible de montrer quoi que ce soit. C'est frustrant du coup. Oui, c'est frustrant parce qu'on fait des choses dont on est fier. Moi, ce projet, j'avais commencé à bosser dessus en 2020 et jusqu'à avril 2022. Donc c'était presque 2 ans de ma vie. Puis il y a des choses dont on est fier, qu'on aimerait montrer. Même quand il y a un film qui va sortir, des fois c'est 3-4 ans après qu'on ait travaillé dessus. Donc c'est toujours un accomplissement. Quand ça sort au cinéma, on en est hyper fier. Donc le fait que ça soit tué dans l'œuf, c'est vraiment décevant. Mais c'est des choses qui arrivent aussi dans le milieu. D'accord. Donc voilà. Et du coup, ensuite, avec ce projet annulé, il y a une petite introspection qui s'est faite et je me suis dit, j'aimerais bien bosser pour un studio français pour faire aussi rayonner la France parce que en tant que Française, moi je suis partie à l'étranger et je trouve qu'il y a quand même un peu une fuite de tous les talents à l'étranger pour ces studios internationaux. Et je me suis dit, j'aimerais bien bosser pour un studio français. Et j'ai une copine de classe, de promotion, qui est aussi rigueuse, qui m'a dit « Ah, on recherche à Unit ». Donc j'ai passé l'entretien et puis j'ai eu le poste. Et donc là, ça va faire 10 mois que je travaille pour Unit en tant que rigueuse toujours, parce que c'est là-dedans que je me spécialise vraiment. Et donc là, je ne peux pas vous parler des projets malheureusement, mais c'est très très cool, c'est du lourd. Donc j'ai hâte que ça sorte pour vous en parler un petit peu plus. Après, moi, je voulais donner quelques conseils peut-être à ceux qui nous regardent. Du coup, quand on sort de l'école, qu'on cherche peut-être un premier emploi, donc toujours accepter un entretien d'embauche. Il ne faut pas avoir d'a priori, se dire « Ah non, ce studio, c'est pas pour moi » ou « Ah non, ils ont que des projets, j'aime pas trop ». Vous ne savez pas, ça se trouve, ils ont un projet hyper cool qui s'en vient et vous n'êtes pas au courant. Oui, puis il ne faut pas oublier aussi que des studios qui ne sont pas forcément des très gros studios qui ont une certaine aura, peuvent aussi avoir de l'intérêt, que ce soit par le projet, par les défis spécifiques, ou le fait que dans un petit studio, on va peut-être plus facilement soit monter en grade, soit toucher un peu à tout et avoir une expérience plus diversifiée. Ah non, c'est sûr. Et puis, je veux dire, il y a des studios, c'est un projet qui les a fait et personne ne s'y attendait. Donc, vous pourrez peut-être travailler sur ce projet et le fait d'être passionné par ce projet et motivé, ça peut tout changer. Donc, il faut toujours aller à un entretien d'embauche. Et aussi que le networking, le réseautage, ça commence à l'école en fait. Parce que
en fait, nos amis, nos potes de classe, c'est nos futurs collègues. C'est ceux qui vont nous recommander pour des postes. Moi, comme je disais, à Unit, c'est une amie de classe qui m'a recommandé. Ça se fait toujours comme ça. Donc, il faut considérer vraiment que l'école, c'est un milieu déjà professionnel et faire attention aux relations qu'on entretient, de ne jamais se fâcher avec personne. Pas d'être hypocrite, hein, bien sûr, mais voilà, que c'est déjà un milieu professionnel et qu'il faut avoir conscience de ça. Oui, puis ça arrive aussi que des élèves en sortie d'école montent leur propre studio. Bien Alors, sûr. ce n'est pas la généralité, mais ça arrive régulièrement qu'il y ait des petites entités comme ça qui naissent. Ah, mais bien sûr, il y a plein d'anciens étudiants de l'ESMA qui ont fondé leur studio et en priorité, ils disent « Ah, moi, je veux que des anciens étudiants de l'ESMA. » J'essaye de recruter des gens auxquels je sais qu'on a les mêmes valeurs, la même formation, le même professionnalisme, donc c'est vraiment très important. Et ensuite, il y avait quelques conseils aussi pour les juniors qui cherchent leur premier boulot. J'avais fait une conférence pour Framestore il y a 2 ans, je crois, et on m'avait dit de regarder s'il y avait peut-être des juniors qui recherchaient un boulot. Et vraiment, les 3 conseils qu'on m'avait dit, c'est quelqu'un qui est curieux, c'est-à-dire qui s'intéresse aux choses, qui veut apprendre, qui sait qu'il n'est pas dans un moule, quoi, que l'ESMA, ça apprend certaines choses, mais bien sûr, après, quand on arrive dans un studio, il faut continuer à se former. Quelqu'un de motivé, c'est-à-dire qu'il va toujours être à fond sur les projets. Par exemple, moi, quand j'ai travaillé sur Fantastic Beasts, waouh, c'est génial, je suis à fond. Et on travaille avec des gens qui sont dans le métier depuis 20 ans et qui sont peut-être un petit peu moins enjoués de travailler sur certains projets où ils ont eu des projets qui sont annulés. Donc, quelqu'un qui est motivé, de bonne humeur, ça apporte vraiment un regain d'énergie à l'équipe. Donc, c'est toujours important. Et donc, c'est pas que le travail personnel qui compte, c'est vraiment aussi la personnalité, d'être capable de faire ressentir que l'équipe, d'avoir un regain de vitalité dans l'équipe, c'est aussi vachement important pour les recruteurs. Oui, puis c'est vrai qu'on a tendance à voir ce type de métier par le côté portfolio, bande démo, Oui. vraiment la compétence technique ou artistique pure. Alors que l'aspect humain, communication et travail au sein d'une équipe, ça, moi, je connais c'est aussi la clé. Ouais, moi, je connais plein de gens qui sont super compétents. Ils ont passé l'entretien. J'ai vu leur démo, donc je dis « Ah ouais, c'est cool, super, impressionnant ». Puis le superviseur revient de l'entretien avec la personne et dit « Ouais, c'est dommage, un peu imbu de lui-même » ou il n'avait pas l'air content d'être à l'entretien ou des choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment vachement important de se dire « Ah, c'est une personne qui va rejoindre notre équipe, qui va s'intégrer et qui va amener un côté positif à sa venue, quoi. » Oui, et puis tu disais tout à l'heure aussi, dans ton métier, tu as des échanges parfois avec la réalisation, ce n'est pas toujours le cas, mais aussi au sein de l'équipe, avec les animatrices et animateurs qui vont utiliser ce que tu crées comme rig. Donc voilà, il y a toujours des échanges en permanence. C'est important d'avoir un bon lien, une bonne communication avec les gens. Et puis c'est tout de suite plus agréable de travailler avec quelqu'un qui est de bonne humeur. Imagine, tu vas voir, l'animateur va voir le rigueur et lui dit « Ah, est-ce que tu peux faire ça ?» Et il dit « Il ronchonne, il n'est pas content. » Bon, ça va être plus difficile que d'avoir quelqu'un qui est hyper enjoué, qui dit « Ah ouais, pas de souci, je te fais ça tout de suite. N'hésite pas à me donner des retours si tu as d'autres choses à me dire. » Et donc avoir cet état d'esprit, cette bonne humeur, c'est vachement appréciable. Et puis on fait un métier qui nous passionne. Donc travailler avec des gens qui sont blasés, c'est un peu... ça n'a pas lieu d'être, quoi. Oui. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur mon parcours. Du coup, je vais peut-être te poser quelques questions, mais vous, de votre côté, dans le chat, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions aussi. On y répondra tout à l'heure, mais on va noter tout ça. Et un point sur lequel je voulais revenir, c'est la partie VES Awards, Ouais. parce que c'est vraiment finalement la récompense par le secteur envers les artistes. Oui. Quel effet ça fait du coup d'être nommé comme ça? C'est assez incroyable parce que effectivement c'est une reconnaissance de mes pairs dans le secteur des effets spéciaux et puis d'être aussi nommé face à des très 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 gros noms. Parce que dans la même catégorie, donc il y a 2 projets de Framestore, mais il y a aussi Avatar de la Weta, et il y a aussi Pinocchio de Disney. Donc d'avoir cette nomination dans un tel panel, on se sent vraiment reconnu, apprécié,
Et puis aussi, en tant que rigueuse, le rigging, c'est un peu un métier de l'ombre, c'est pas ce qu'on voit de prime abord. Le fait qu'on reconnaisse ce département, ça me touche beaucoup parce que ça montre qu'on est essentiel dans le pipeline. Donc ouais, c'est assez incroyable. Et puis, je ne pensais pas que ça arriverait en fait. On m'avait dit, le projet va sûrement être proposé. Donc quand il y a eu la liste des nominations, moi je suis allée voir et j'ai vu le projet, je me dis super, il y a un projet sur lequel j'ai travaillé qui est nommé au VES Award. Puis je scrolle un peu, puis je vois mon nom, je fais non, ils n'ont pas fait ça. Donc c'était assez fou, ouais. Je m'y attendais pas. Et tu le disais, le rigging, c'est pas forcément une spécialité qui est très mise en avant. Non. Et je pense que les personnes qui entrent dans une école d'animation se disent pas forcément moi ce que je veux faire c'est du rigging. Ouais. Quels sont les avantages et inconvénients de se spécialiser comme ça dans un secteur un peu plus précis? Alors effectivement, le rigging, c'est quand même un secteur niche. Il y a peu d'étudiants que j'ai rencontrés qui veulent faire ça, parce qu'il y a un côté très technique. C'est-à-dire que l'ESMA, c'est une école créative, bien sûr, mais le rigging, c'est et la technicité et la créativité. Donc ça peut en rebuter certains, par exemple, qui n'aiment pas les maths, parce qu'il y a des maths, Oui. on parle de vecteurs, on parle de matrices, on code. Donc ça peut rebuter certaines personnes. Mais l'atout, c'est que peu de personnes veulent faire ce métier et que c'est le département clé en fait. C'est-à-dire que c'est là où va y avoir l'investissement dans la technologie et c'est là où on va former les gens à chaque fois. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je change de studio, j'apprends une nouvelle manière de riguer qui est propre au studio. Donc c'est vraiment de la connaissance qui est la propriété du studio. Donc en général, c'est des gens qu'on va vouloir garder longtemps, à qui on va proposer des CDI plus facilement. Moi, au Canada, j'étais en CDI. Et puis, c'est des gens qui vont, comme ils disent, c'est un métier pénurique, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui le font. Donc on va souvent vous proposer un meilleur salaire pour faire ce métier. On va souvent vous garder longtemps. Et moi, ça fait presque 7 ans que je travaille, je n'ai jamais été au chômage. Et à chaque fois que j'ai commencé un nouveau boulot, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn et qui m'a fait une proposition. Et donc à chaque fois, c'est une nouvelle aventure excitante de commencer sur des projets très cool. Donc c'est un des avantages de travailler en rigging. Ouais. Tu parlais de salaire, est-ce que tu aurais une fourchette à nous donner? Alors au début, je pense qu'on commence un peu comme tout le monde, mais moi, aujourd'hui, je dis mon salaire, je gagne 190 € par jour. Donc peut-être ça ne vous parle pas en termes de salaire par jour, mais ça fait à peu près 3 200 € par mois net. Donc c'est un très bon salaire, je trouve. Après, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus et il y a des gens qui gagnent aussi beaucoup moins. Donc quand on fait un métier qui est pénurique, on est capable de plus négocier. Et les gens nous veulent, les gens ne trouvent personne, c'est nous qui veulent, donc on est capable de dire c'est ce chiffre ou rien. Donc c'est assez agréable de sentir qu'on a un petit peu un sentiment de force par rapport aux recruteurs là-dessus. Oui, d'autant plus que la tendance actuelle en France, que ce soit du côté effets visuels ou animation, les chiffres qu'on a eus, notamment via le CNC, c'est qu'il y a une forte demande et une forte hausse des effectifs. Donc effectivement, en termes de rapport de force, de négociation, c'est plutôt en faveur des on a le pouvoir maintenant, donc c'est à nous de prendre conscience de ça. C'est pour ça que c'est toujours bien de discuter des salaires entre collègues, ou même quand on veut être recruté par un studio, de demander à des anciens étudiants de l'ESMA qui y travaillent combien ils gagnent. C'est vachement important pour savoir quelle est notre valeur aussi, et de se dire, est-ce que je suis trop payée? Est-ce que je ne suis pas assez payée? Bon, en général, on n'est jamais trop payé, mais est-ce que je suis moins bien payée que mes pairs? Je sais ma valeur et je vais renégocier les choses à un prochain entretien, à ma review annuelle où on me dit que j'ai super bien bossé mais qu'on ne m'augmente pas. Donc c'est important d'avoir conscience de ce qu'on vaut et de ce que les autres valent aussi pour être à la bonne rémunération. Tu as travaillé à la fois sur de la publicité, du long métrage, actuellement sur de la cinématique. Donc, outre le fait d'avoir eu des styles très différents, il y a aussi des projets qui ont des durées très différentes. Au quotidien, qu'est-ce que ça change dans ta manière de travailler, le fait d'avoir des plannings qui peuvent être peut-être beaucoup plus longs, beaucoup plus de temps pour préparer, ou au contraire d'avoir peut-être plus d'urgence?
C'est sûr que quand on travaille dans la pub, il faut sortir des trucs toutes les semaines, quoi. Ça y va, c'est un peu à la chaîne. Et en même temps, c'est bien au début pour se former, faire plein de choses différentes. Donc ça, c'est très agréable. Après, quand on prend en expérience, on a envie de passer plus de temps, de peaufiner un petit peu plus notre travail. Donc c'est sûr que les séries maintenant, c'est quand même d'une qualité assez élevée, je trouve, très proche du cinéma Oui. de nos jours. Donc les séries ou les cinématiques aussi, je trouve qu'il y a une qualité assez folle. Ou les films, on va passer plus de temps sur un personnage. Par exemple, sur Le Petit Cochon de La Petite Nemo et le Monde des Rêves, j'ai passé 6 mois dessus. Donc 6 mois sur un seul personnage. Oui, qui est un personnage secondaire, mais qu'on Secondaire. voit finalement assez fréquemment à l'écran, Et oui. et qui, pour le côté émotionnel, a un impact fort, d'où le fait de passer du temps. Donc les gros studios vont nous permettre d'être un petit peu plus précis, de donner plus de temps, les petites boîtes d'aller plus rapidement. Et donc c'est bien aussi de savoir de quoi on a envie. Est-ce qu'on a envie de rapidité, de changer de projet souvent, d'avoir notre nom sur plein de films différents Donc voilà, ça dépend de nos envies. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est un débat qui a eu lieu ces derniers mois autour des conditions des artistes dans le milieu des effets visuels. Il y a eu des échos, notamment autour des films Marvel, sur le fait que les plannings étaient parfois trop serrés, que Ouais. le studio demandait trop de modifications trop tard, ce qui crée des heures supplémentaires, du travail le week-end, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu et qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, j'ai jamais vécu les heures supplémentaires ou les changements de dernière minute, donc c'est plutôt de la chance, mais je sais que ça arrive. Je sais que les conditions de travail pour certains studios vis-à-vis de certains clients peuvent être difficiles. Marvel, c'est un très très gros vendeur, donc si on veut continuer à pouvoir employer des gens, on se plie à tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont un peu ce monopole des films à gros budget, avec beaucoup d'effets spéciaux. Donc je trouve qu'il y a vraiment ce pouvoir du client sur le studio et du studio sur les employés qui fait qu'en fait nous on est en bout de chaîne et on subit un peu tout ça. C'est un peu injuste. Et, et oui, je conseille aux gens juste de dire non quand ils n'ont pas envie de faire certaines choses. Et puis si le studio leur dit que leur emploi est sur la ligne, en fait ça en dit plus sur le studio que sur l'employé, je pense. Et c'est important qu'on prenne soin de nous en fait, parce que je veux dire, le métier d'artiste, ça a été quand même considéré pendant la pandémie comme le métier le plus inutile. Et pourtant, pendant la pandémie, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils regardaient des séries, ils regardaient des films, ils jouaient aux jeux vidéo. Donc en fait, on est le divertissement qui permet une certaine de rendre moins pénible le quotidien quand même. Donc c'est vachement utile et donc faut que les gens aient conscience de ça et qu'on ait conscience de cette valeur et qu'on ne se laisse pas marcher dessus par Marvel quiconque. Voilà. D'accord. Pour revenir aussi un peu en arrière, tu parlais de ton installation au Canada. Alors la partie Royaume-Uni, c'est un peu différent, c'était encore l'Union européenne, c'était assez simple. À l'époque, ouais. Le Canada, donc c'est un autre pays, il y a des formalités administratives, le déménagement, tout ça. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que le studio t'aide? Est-ce que tu te fais tout seul? Alors le studio, il nous aide, c'est-à-dire que c'est toi qui fais toutes les démarches. Hein. Tu appliques pour ton visa, tu vas déménager tout seul, tu vas prendre tes billets d'avion. Mais ils te payent les frais de visa, ils te remboursent le billet d'avion. Quand tu arrives sur place, ils vont te payer un logement pendant quelques semaines. Donc ils aident vraiment à faire un onboarding, comme ils appellent, très agréable pour que tout soit pris en charge financièrement surtout. Après, c'est quand même à nous de faire ces démarches et de s'occuper de toutes ces petites technicalités. Mais en soi, c'est assez agréable parce qu'au Canada, il y a beaucoup de gros studios et je dirais un peu moins d'écoles. Donc, ils ont tendance à faire venir beaucoup de talents de l'étranger. Et ils savent que pour faire venir les talents, il faut aligner peut-être un peu plus ou il faut que tout soit facile pour les gens qui viennent. D'accord. Un autre point qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est la partie intelligence artificielle, que ce soit pour la création d'images ou pour d'autres sujets. Il y a des applications, notamment dans le rigging, dans l'animation. Comment est-ce que tu vois tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, des nouvelles possibilités? Alors, moi déjà, je trouve ça super intéressant. Tout ce qui se passe, c'est quand même assez incroyable. Je regarde des vidéos YouTube là-dessus, je suis assez surprise de ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Et en fait, non, ça ne me fait pas vraiment peur parce que
On vit dans un métier de technologie, c'est-à-dire que le cinéma d'animation, ça a, disons, une trentaine d'années, donc c'est les prémices. Et dans 30 ans, qu'est-ce que ça va être? C'est pas pour autant qu'on va perdre notre emploi, mais justement d'apprendre à utiliser ces outils pour faire des choses encore plus folles, encore plus créatives et peut-être nous permettre de faire moins de tâches rébarbatives ou autres. Donc c'est vraiment un outil. Donc peut-être plus automatiser davantage certaines choses qui étaient pas forcément les tâches les plus créatives et justement se garder du temps. Voilà, parce que comme en rigging, hein, on pourrait faire tout le rigging à la main ou alors on pourrait tout coder et faire des autorigs. Bah, c'est ce qui se fait maintenant. Donc est-ce que ça a volé notre travail? Non, on a juste appris à coder, on a appris des nouvelles compétences. Donc voilà, ça va être quelque chose de similaire, je pense. Et plus largement, on est dans un milieu qui bouge beaucoup. Ces dernières années, il y a notamment toutes les technologies type The Mandalorian avec les murs de LED qui affichent des décors pour des séries. Ouais. Les moteurs de jeu comme Unreal Engine qui sont utilisés maintenant pour de l'animation ou des effets visuels dans certaines situations. Donc c'est un milieu qui demande vraiment de se renouveler. Parfois les méthodes de travail carrément qui changent. Comment est-ce que tu abordes tout ça et comment est-ce que ça se passe dans les studios? Est-ce que tu as des formations en interne? Est-ce que tu fais ça à côté? Oui, bien sûr. Ben, en fait, les studios vont nous payer des formations ou des séminaires pour se rendre compte des nouvelles technologies qui ont été développées. Alors peut-être par exemple par la Weta qui ont développé des choses concernant l'eau pour Avatar ou des choses comme ça. On va aussi avoir des gens qui viennent quelques jours pour nous former un peu plus spécifiquement sur l'anatomie ou autre. Donc en fait, les studios mettent vraiment de l'argent pour qu'on reste formé. Et c'est vraiment quelque chose de clé, en fait, le fait qu'on s'adapte, qu'on soit curieux, qu'on apprenne, ça fait partie de notre métier. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt quand j'entends des gens qui disent « Ah, j'ai toujours fait comme ça a toujours marché comme ça ». C'est un peu triste parce qu'on se dit bah, « En fait, tu es coincé dans une époque et tu vas pas avec l'évolution technologique. Donc en fait, à un moment, tu vas être mis de côté pour des gens qui vont être un petit peu plus à jour ou qui vont avoir entendu parler de ces nouvelles technologies et qui vont créer le futur et créer d'autres choses et faire partie de ces talents de demain. Oui, puis ça débouche même parfois sur la création de nouveaux métiers. Là, je pense vraiment au côté mur de LED qui affiche des décors, où on a maintenant des artistes qui travaillent en amont du tournage, ce qui ne se faisait pas vraiment oui, c'est pour ce genre de... Ça va développer des nouveaux métiers et puis ça va être hyper intéressant et ça va continuer d'évoluer. Par exemple, avant, on peignait à la main certains décors. Bon, ben voilà, peut-être que ça ne se fait plus, mais maintenant, ces personnes, elles peuvent évoluer vers d'autres choses et ça continuera d'exister en fait. Pour la partie rigging plus spécifiquement, est-ce que tu aurais des idées reçues, des misconceptions, des idées que les autres départements peuvent avoir, par exemple les animateurs, les animatrices, par rapport au rigging et qui en fait sont totalement fausses? C'est rigolo, on m'a jamais posé cette question. Je pense qu'on est vu un peu comme le groupe de geeks, c'est-à-dire que déjà dans le cinéma, hein, on est des geeks parce qu'on est des fans du cinéma, mais vraiment nous on est ceux qui sont hyper techniques, hyper précis. Donc c'est ce côté-là où tout le monde pense que c'est juste le code ou juste les maths qu'on apprécie. En fait, pas du tout. On apprécie aussi la beauté, la création, la créativité, le fait de pouvoir donner notre avis, trouver des nouvelles idées pour une déformation spécifique. Donc le fait qu'on soit vraiment très automatisé à faire tout le temps les mêmes tâches et qu'on appuie juste sur un petit bouton, et pas du tout. En fait, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller de l'avant, de trouver des nouvelles idées. Donc vraiment toute la journée, on est quand même assez créatif, je trouve. On n'est pas que technique. Et est-ce que tu peux revenir un peu plus sur tes rapports avec le reste de l'équipe, notamment toute la partie animation qui sont finalement tes clients, entre guillemets. Oui. Comment ça se passe au quotidien ? Donc les animateurs, ils sont très exigeants. Hein. C'est clairement nos clients, c'est à eux qu'on doit plaire, c'est eux qui nous donnent des retours, qui nous disent ce qu'ils veulent. Donc vraiment, on fait
tout ce qu'ils nous demandent quasiment. Bon, des fois, c'est un peu fou, ils nous demandent des trucs, on ne les fait pas. Mais oui, ça va être eux nos clients, mais il y a toujours un respect de l'un envers l'autre, où des fois, ils vont nous demander des choses assez impossibles, et on va leur expliquer, et ils comprennent. Et on trouve ensemble des nouvelles idées pour que ça fonctionne. Mais de la même manière, nous, on est les clients des modeleurs, c'est-à-dire que ceux qui nous donnent les assets, qui les modélisent, il faut que ça corresponde aussi à nos attentes. Oui. Donc en fait, on a un client qui est l'animateur, mais on est aussi les clients des modeleurs dans cette chaîne de pipeline. Donc on comprend totalement ce que c'est que de demander des retakes, de faire des notes. Et donc on est assez compréhensif entre départements en général. Oui, c'est vrai, c'est vraiment toute une chaîne. Par exemple, pour la petite Nemo, le personnage du petit cochon, qui a des jambes très courtes. Ah oui. En termes de modèle, c'est très sympa, c'est très mignon. À animer pour le faire avancer vite, Ah bah là. ça ne doit pas être facile. Eh oui. Et du coup, ça a aussi un impact sur le rig en parallèle. Oui, pareil. Par exemple, il a des oreilles qui sont toutes pliées, mais en rigging, c'est peut-être mieux que les oreilles soient droites pour que l'animateur puisse lui-même les plier quand il le souhaite ou les faire gigoter dans tous les sens. Donc, on va avoir ces demandes qu'on va faire où la petite queue du cochon, elle n'est pas en tire-bouchon, tu vas la faire toute droite et après, on va la mettre en position pour que l'animateur fasse tout ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment un côté technique où le modeleur ne se doute peut-être pas qu'il y a cette demande, et nous, on va lui dire que le rig a besoin de telle et telle chose. D'accord. On va peut-être passer aux questions du public. Merci beaucoup. Donc une première question qui rejoint un peu ce qu'on a déjà abordé. Dans ta progression en compétences, quelle est la part de temps d'investissement personnel en plus de l'apprentissage en studio, que ce soit l'apprentissage naturel au quotidien ou les formations? Alors, c'est sûr que, par exemple, rien que de lire des articles ou, par exemple, d'être abonné à 3DVF, moi, je suis abonnée, je lis des articles, je vois des nouveautés, je me renseigne sur ce qui se passe dans l'industrie. En fait, ça fait partie de mon quotidien parce que c'est ce qui me passionne. Donc, je vais voir une conférence, je vais demander si je peux m'y inscrire parce que ça m'intéresse personnellement. Après, c'est sûr qu'en ayant fait l'ESMA, où c'est des cours et après il faut faire les devoirs, en fait il y a forcément un investissement supérieur où on va rechercher pour faire toujours mieux. Il y a cette émulation où on veut être le meilleur dans tel domaine, donc on va essayer d'aller toujours plus loin. Donc l'ESMA nous a vraiment donné ce goût, cette curiosité de regarder, de trouver des nouvelles informations ou de demander à nos collègues de travail. Donc en fait c'est quelque chose qui est un peu inné à l'ESMA, et donc si on sort de cette formation, c'est quelque chose qu'on va faire assez naturellement, même dans notre vie professionnelle, je trouve. Est-ce que tu arrives quand même à décrocher un petit peu, avoir une vie personnelle Oh là là. Non, bien sûr. Après, par exemple, je vais au cinéma voir le dernier Disney ou quoi, ça va être un moment de plaisir. Je ne vais pas voir ça comme un moment de travail. Mais c'est sûr que des fois, je vais me sortir un peu du film et me dire comment ils ont fait ça. Et ça va me turlupiner pendant tout le film et me dire mais comment ils ont fait ça. Donc c'est sûr que il y a ce côté professionnel qui ressort. Après, voilà, je vais jouer à un jeu vidéo, je vais m'éclater. Je ne vais pas penser à tiens, comment ils ont fait tel truc ou tel truc. Voilà, on peut profiter aussi sans problème de tout ça. D'accord. Autre question qui a été posée sur le chat. Est-ce que tu as toujours été doué en rigging, donc peut-être dès tes débuts à l'ESMA ou ton premier job, ou est-ce qu'il y a eu vraiment une forte progression au fil des années de studio en studio? Alors, déjà, le rigging, ce n'est pas une spécialité qu'on fait en première année à l'ESMA, c'est en deuxième année. Donc moi, en première année, il y avait à peu près toutes les spécialités qui me plaisaient de manière égale. Donc je me suis dit, je ne sais pas vers quoi je vais me diriger. Et en deuxième année, il y a eu cette nouvelle spécialité, le rigging. Et en fait, le côté mathématique, ça m'a vachement intéressée parce que, comme je disais, j'ai fait une formation scientifique. Donc, il y avait cette application de plein de choses qui me plaisaient, de cette rigueur aussi. Donc, côté un peu protocolaire, ça m'a tout de suite intéressée. Donc, je ne dis pas que j'étais meilleure que les autres, bien sûr. Je pense que je galérais comme tout le monde. Mais je voyais les élèves qui en avaient peut-être déjà fait via d'autres formations ou qui s'étaient renseignés avant. J'allais les voir et après les cours, je leur demandais de me réexpliquer telle chose. Donc je pense qu'il y a eu un investissement personnel parce que, je veux dire, quand on est passionné par quelque chose, un hobby ou quoi,
ben, on est nul au début, comme tout le monde. Jamais on est hyper fort à quelque chose dès le début, hein, ça n'arrive pas. Donc le talent, c'est d'avoir envie d'apprendre. Donc moi, c'était ça que j'ai mis en place et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et le côté aussi niche du travail, je me suis dit, ah, mais moi, j'ai envie de sécurité aussi. Donc le fait que ça soit niche, ça m'a plu. Donc j'ai tout mis en place pour essayer de m'améliorer. Et puis moi, je continue à m'améliorer, hein. Je ne suis pas la meilleure de mon domaine. Donc de studio en studio, je m'améliore aussi, je pense, j'espère. D'accord. Alors, une autre question sur la partie premier emploi à la sortie de l'école. Alors, tu nous disais que toi, tu as réussi à en trouver un avant la sortie de l'école, Ouais. mais peut-être que tu auras des informations par rapport aux autres personnes de ta promo ou aux personnes de l'ESMA que tu peux croiser au quotidien. D'une manière générale, est-ce que c'est facile d'avoir des entretiens? Comment ça se passe pour décrocher un premier emploi? Alors, c'est facile d'avoir des entretiens parce que déjà, l'ESMA organise une journée où il y a des entretiens avec tous les recruteurs qui sont là au jury de fin d'année. Donc, il va y avoir un panel de professionnels assez extraordinaire et vous allez avoir une journée pour montrer votre démo reel, donc ce que vous savez faire. Donc, on a cette opportunité-là. Après, de trouver un premier emploi, moi, je pense que tous les gens de ma promotion, dans les 6 mois, après la sortie de l'école, ont trouvé un emploi. Après, c'est jamais facile. Donc des fois, il faut faire un peu des concessions sur certaines choses. Mais dès qu'on est dans le milieu, ça va être beaucoup plus facile de trouver un second emploi et voilà, la carrière commence. Donc le premier emploi, oui, ça va être peut-être un peu fastidieux, mais je vous conseille vraiment de ne pas hésiter à vous connecter sur LinkedIn avec des professionnels que vous rencontrez, des recruteurs, de leur envoyer des messages, de ne pas hésiter à envoyer la démo, de demander des retours, comment vous améliorer. Donc, personne ne va vous mordre. Et puis, si vous êtes un ancien étudiant de l'ESMA, vous venez d'avoir votre diplôme et que vous avez un peu du mal, n'hésitez pas à envoyer des messages sur LinkedIn. Ça fait toujours plaisir. Et puis, peut-être on peut vous aiguiller, vous aider à trouver un stage et ça commence comme ça. Oui, puis c'est vrai que le côté bande démo et retour, c'est aussi quelque chose qu'on a entendu du côté 3DVF avec des studios qui nous disaient finalement que des candidatures avec un entretien où on leur disait dans ta bande démo, il y a tel élément qui n'est pas très bien, qu'il faudrait améliorer. Le fait de retrouver la même personne 6 mois plus tard qui repasse un entretien et qui a amélioré les choses, Oui, ils s'en souviennent en fait. bien sûr. Donc, c'est vachement important de tenir compte de ce que les professionnels disent. Bon, évidemment, tout le monde a son avis, donc si on écoute tout le monde, ça ne ressemble plus à rien. Mais d'écouter l'avis des professionnels et de se rendre compte de ce qui est justifié ou non et de faire les changements. Parce que bon, si on te donne des conseils et que ce n'est pas écouté, c'est sûr que ça ne donne pas trop envie de redonner des conseils après coup. Oui. Autre question, quand tu t'es lancé dans ce métier, est-ce que tu avais un rêve, un but ultime, que ce soit un studio spécifique, un type de projet qui vraiment... C'est sûr que c'est quand les studios américains qui font rêver, c'est sûr, pour moi c'était vraiment DreamWorks qui me faisait rêver. Après c'est sûr que les États-Unis ça me fait un peu moins rêver, donc je pense que on va dire que ça a un peu changé. Mais c'est vrai que de bosser sur des projets un peu de mon enfance qui me passionnaient, c'était vraiment ça. Donc à chaque fois que je choisis des nouveaux projets, j'essaye de garder cette ligne et me dire qu'est-ce que la Lucie de 10 ans serait hyper fière de faire ou de travailler sur ce nouveau projet. Donc ouais, j'essaye de garder un petit peu cette guideline, on va dire. Mais non, il n'y a pas de studio en particulier. C'est vraiment les projets qui me guident. Et si demain tu avais une licence, une adaptation, quelque chose qui te motiverait? Ouais, un Shrek 5 là. Je sais pas si tu as vu à la fin du chapeauté, ils teasent un peu Shrek, Tout à fait, ouais. une histoire. Donc je me suis dit, oh, ça arrive, c'est parti. Donc ouais, ouais, direct, j'y arrive. Oui, et puis en plus, il y a beaucoup de choses qui bougent dans le studio. On avait interviewé le réalisateur et le producteur sur 3DVF, et où il nous parlait aussi des évolutions en interne, du rendu un peu plus stylisé qu'ils ont mis en place. Ouais. Et apparemment, les équipes apprécient beaucoup ça. C'est hyper cool, hein. Parce que justement, le côté très stylisé fait que les élèves, les anciens élèves peuvent remettre en application ce qu'ils ont appris à l'école. Ils ne sont pas contraints par du photoréaliste. Ouais. Ah non, mais c'est sûr que ça donne tout de suite plus envie quand il y a ce style. Enfin, je trouvais que c'était assez beau. Ah, c'est impressionnant. Autre question, est-ce que tu aurais des sites à conseiller pour s'entraîner à l'animation 3D
et des sites que tu utilises au quotidien pour le travail. Voilà, des sites. Bon, déjà, moi, en tant que rigueuse, je suis toujours sur Stack Overflow parce que c'est là où on pose les questions de code. Donc, si tu as besoin de réponses, c'est Stack Overflow. Après, en termes d'animation 3D, j'en fais pas. Mais je sais qu'il y a plein d'écoles en ligne. Donc, de s'inscrire à une formation et de le faire, ça peut être vachement intéressant. Donc, j'ai pas les noms en tête, mais y a plein de formations hyper cool. Donc, de ne pas hésiter à chercher tout ça. Enfin, il y a de quoi faire, il y a plein d'écoles en ligne aussi. Ou peut-être des sources que tu as au quotidien pour te tenir au courant de l'actualité, des nouvelles technologies dans le milieu. Sur LinkedIn, de ne pas hésiter à s'abonner à plein de studios dont on est fan. Par exemple, Pixar, ils sortent souvent des papiers de recherche. Donc, si on est sur le LinkedIn, Oui. rien que ça, en fait, on peut voir dès qu'il y a des publications ou autres. Et en fait, d'avoir un réseau LinkedIn, ça permet de voir les événements qui arrivent. Donc, par exemple, ça va être telle personne qui va dire « Ah, je vais à tel endroit faire ça, tel projet ». Donc, de voir ça, de se renseigner. Puis après, voilà, on va regarder soi-même, se renseigner, mais non, j'ai pas de site particulier en tête. Oui, c'est vrai que le fait de suivre les studios, ça permet aussi de se tenir au courant des futurs projets. Bien sûr. Alors, par les studios, mais aussi parfois en voyant que tel ou tel contact, tiens, il rejoint un tel studio, il doit se passer quelque chose d'intéressant. Ah bien sûr, Et ça aussi, joue il y a des beaucoup. studios qui annoncent leurs futurs projets. On va travailler sur la future série Astérix, le futur film de telle licence. C'est sûr que d'avoir ces informations-là, ça donne envie aux gens d'appliquer pour certains jobs. Donc c'est vachement important. Moi, LinkedIn, je trouve que c'est le réseau le plus important pour notre métier. Moi, tous les jobs que je trouve, c'est via LinkedIn. Donc c'est the place to be. Et peut-être pour rebondir un peu là-dessus, en termes d'événements, alors je suppose que maintenant que tu es revenu en France, le festival d'Annecy, tu y vas? Oui, le festival d'Annecy, ça va être plutôt cool. J'aimerais bien y aller cet été. J'y suis pas allée l'année dernière. Donc oui, le festival d'Annecy. Après, j'ai pas les noms en tête, mais oui, il y a plein de Oui. choses en Europe qui se passent. Après, c'est sûr qu'à Montréal, il y avait tous les événements qui étaient juste à côté, donc c'était assez pratique. Mais oui, les festivals Annecy, rien que pour voir les courts-métrages, les nouveaux films, ça c'est génial. Et puis, il y a les panels de recruteurs, donc ça peut être vachement intéressant si on cherche des Ouais. nouveaux contacts. Oui, le Festival d'Annecy, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, c'est le plus gros festival d'animation avec un volet grand public qui a des présentations en avant-première, souvent d'images encore non finalisées. Oui. On peut voir les prochains Disney C'est ça. avec des aperçus des films, souvent avec les équipes, ce qui est Oui, toujours moi j'avais appréciable. vu Vaiana, les 10 premières minutes du film Oui. avec du coup Ron Clements et là c'était assez incroyable quand même ces opportunités Ou folles. Donc c'est ou le un bel Spider-Man de endroit. Sony, effectivement, Ah ouais, ça c'est fou. qui montrait déjà l'engouement par rapport au projet. Il y avait des gens qui faisaient la queue depuis 4 heures du matin. Non, oh là Si, là, sous la c'est pluie. fou. Oh là là, ils sont fous. Mais en même temps, ça vaut le coup. Et puis voilà, en parallèle de ces conférences grand public, il y a tout le volet professionnel avec donc les entretiens, des conférences qui sont vraiment destinées aux professionnels, des projets qui sont présentés, Ouais. du pitch aussi, donc l'opportunité d'avoir des Moi, j'ai contacts. mon copain qui est réalisateur pour un studio français, Steam Studio à Lyon. Et il prépare un pitch pour le MIFA à Annecy. Donc, il prépare une bibliographique, un trailer, tout ça. Donc, c'est là aussi où des gens qui ont des idées de projet peuvent soumettre leurs idées. Donc, c'est hyper cool d'avoir ces opportunités. Puis, j'imagine qu'il doit y avoir aussi des gens du CNC qui sont là, peut-être à la recherche de projets à financer donc, ou des producteurs. Donc, c'est vraiment un endroit très intéressant et pour le grand public et pour les professionnels du milieu. Pour changer totalement de sujet, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type de ton travail? Oh là, une journée type, d'accord. Déjà, je télétravaille, donc ça c'est assez cool. Donc je me lève vraiment assez tard, on va dire. Je commence le boulot à 9h, donc je vais me lever vers 8h30. Donc ça c'est très agréable. Et une journée type, en fait, je vais parler avec mon équipe, on va avoir des meetings. Je vais avoir une partie aussi où je fais du développement, où je vais coder, puis une autre partie où je vais faire de la création, de la fabrication d'assets, où donc ma superviseure va me donner, je vais dire un truc au pif, mais pas trop au pif, un dragon. Elle me dit, Lucie, tu commences aujourd'hui sur ce personnage. Je vais commencer à le régler et puis me dire, il y a peut-être besoin de faire du développement pour l'aile, pour quand ça va se plier. Je vais regarder l'animatique.
pour voir qu'est-ce que le personnage fait dans le film, dans le projet. Et donc, je vais me dire, ah ok, là, il se passe telle chose. Bon, ben, il faut mettre un petit peu plus d'amour sur telle partie du rigging. Donc oui, vraiment, c'est assez fluide, mais en fait, c'est beaucoup du partage avec l'équipe et de meetings. Donc, par exemple, quand je vais à Paris en studio, il y a beaucoup de temps qui est dédié aussi au fait que l'équipe se soude. Donc, il y a beaucoup de team building, il y a des activités. Chaque semaine, notre happiness manager nous dit bon, ben, lundi, il y a l'ostéo qui passe. Jeudi, il y a tel événement le soir. On va faire un futsal vendredi. Vous pouvez vous inscrire là. Donc, il y a vraiment aussi ce côté très communautaire autour du studio qui est assez sympa. Et peut-être aussi le quotidien que tu as pu avoir quand tu étais en physique dans les studios en permanence. Ben, c'est ça en fait, par exemple la Frame Store, qui est un très 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 gros studio à Montréal, ben, il y a le petit déjeuner qui est disponible. Donc ben, la première demi-heure de la journée, ça va être on prend le petit déjeuner avec les copains du boulot, on va discuter des dernières séries, des derniers films. Puis après, ben, évidemment, on travaille aussi, hein, ça arrive. Mais oui, il va y avoir pareil beaucoup de meetings, faire des assets. Et puis souvent, on mange ensemble le midi. Et puis il y a des activités aussi qui se font le soir ou des fêtes que le studio organise. Donc en fait, c'est un peu le même travail que je sois en studio à distance. Je dirais que je travaille plus en télétravail parce qu'il y a moins le côté, je me sociabilise avec toute l'équipe. Donc oui, des fois, quand je suis à Paris, pendant 30 minutes, on va prendre un petit goûter à 17h et puis on discute. Et ça n'arrive malheureusement pas en télétravail, donc c'est un côté qui me manque un peu. Mais c'est vachement important parce qu'on est une équipe soudée après. Comment ça s'est passé d'ailleurs le télétravail? Est-ce que c'est toi qui as voulu, le studio qui t'a proposé? Alors en fait, le télétravail, c'était un peu compliqué. En fait, mon copain était déjà en télétravail depuis 3 mois parce qu'il avait entendu que le Covid arrivait. Et en fait, moi, quand j'ai vu que ça partait un peu en cacahuète, j'ai dit au studio, ben, je viens pas au boulot demain, je pose des congés maladie. Et en fait, ils n'étaient pas contents du tout qu'on ne vienne pas travailler au début. Et donc, je me suis dit lundi, donc j'ai posé le jeudi, vendredi, c'était autour du 19 mars. Et je me dis, bon, lundi, peut-être il faut que je retourne travailler, voilà, peut-être ils ont compris le message. Et en fait, le lundi, tout le monde a été mis en télétravail parce que il y avait des gens qui avaient été testés positifs au Covid, qui travaillaient à 5 mètres de nous, donc enfin, c'était pas tenable. Donc au début, ils étaient un peu... en fait, c'est pareil, il ne faut pas penser que c'est la faute du studio, c'est les clients aussi, les très très gros clients, comme Marvel par exemple, mais ils ne veulent pas que les gens télétravaillent, parce que ça veut dire que les gens, ils ont des images qui sont hyper... importantes qui doivent ne sortir nulle part. Chez eux, sur leur écran, ils sont à côté de la fenêtre, il y a les voisins qui passent. Et en fait, il peut y avoir des leaks, des fuites. Et donc ça, ils ont peur. Donc en fait, les gros studios, par exemple, mon copain travaillait à Micros, donc Paramount avait mis tous ces artistes en télétravail depuis des mois, mais refusait que tous les artistes de Micros soient en télétravail, par exemple. Donc il y avait ce côté où, en fait, c'est le client qui mettait un peu... la pression, et donc à nouveau ça nous retombe dessus. Donc le fait que il y a plusieurs artistes qui se soient mis en arrêt maladie, je me dis ça a peut-être poussé aussi au fait que le studio réagisse de cette manière et comprenne que c'était pas juste une petite grippe en fait. Oui, puis au final, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de fuite majeure autour des films. Alors, je crois qu'il y a un trailer de Spider-Man qui est sorti un petit peu avant. Ils ont fait genre c'était tout à fait normal. Mais oui, il y a eu un petit souci comme ça. Mais c'était à quelques jours près, donc c'était pas trop grave. Mais oui, je pense que les gens ont dû réévaluer aussi les priorités parce que on fait du divertissement. Puis à côté, il y a la vie de millions de personnes. Donc, qu'est-ce qui est le plus important ? Voilà, ils ont compris, je pense. Oui, puis c'est vrai aussi que c'est quelque chose, et là, qu'on a entendu auprès de certains studios, qu'on en interview, et on est aussi dans une situation actuelle où recruter du monde, c'est pas toujours facile dans l'animation parce qu'il y a plus de demandes que de gens disponibles. Ouais. Et du coup, le fait de permettre d'avoir le télétravail, ça permet à certains studios, et notamment des petits studios qui sont peut-être moins attractifs au départ, de mettre la main sur des artistes plus talentueux en disant viens chez nous, ok, on n'est pas DreamWorks, mais tu pourras travailler depuis ton salon si tu as envie. C'est vachement cool de se dire on peut travailler partout dans le monde parce que on peut prendre des vacances
et dire, bon, ben, ou aller chez nos parents à Grenoble ou je ne sais pas où, et puis hop, ben, on travaille depuis la maison, on a notre ordinateur portable. C'est hyper agréable d'avoir cette sensation de pouvoir travailler d'où on veut et d'avoir juste besoin d'Internet. Bon, il faut avoir la fibre après, voilà, ça suffit. Et une dernière petite question. Au départ, tu étais employé dans les studios, mais il me semble que tu as été un moment freelance. Oui. Est-ce que tu pourrais parler de ça? Et est-ce que c'est difficile de se lancer en tant que freelance? Alors, quand je suis rentrée du Canada en France, j'ai dû m'établir en tant que freelance, donc auto-entrepreneur, parce que Framestore n'ont pas de studio en Europe en fait. Vu que Londres, ben, c'est en Angleterre, c'est plus en Europe, donc ils ne pouvaient pas me garder en tant que dans mon CDI, c'était pas possible. Donc j'ai dû ouvrir une auto-entreprise, bon, bah, ce qui se fait assez facilement en 2-3 clics, hein. C'est une micro BNC, donc c'est assez facile d'ouvrir une micro-entreprise. Et donc, en fait, ben, on se rend compte un petit peu de la vie d'auto-entrepreneur où il y a des charges, il y a des factures à envoyer. Donc, il y a ce côté-là où, bon, voilà, ça c'est un peu moins drôle à faire. Mais en même temps, ça permet de travailler pour des entreprises qui sont à l'autre bout du monde. Donc, ça, c'est assez cool. Mais du coup, j'ai fermé mon auto-entreprise l'année dernière parce que j'ai arrêté de travailler pour Framestore et je ne voyais pas l'opportunité de travailler à nouveau pour un studio comme ça dans le futur. Donc bon, c'était une courte histoire d'amour, on va dire. Oui, puis ça dépend aussi du type de client, Oui. notamment du fait que quand tu travailles pour un studio français, sauf erreur de ma part, on n'est pas censé travailler en tant qu'auto-entrepreneur, Non, auto-entrepreneuse. bien sûr. On est affilié côté animation à la convention collective qui apporte des droits en plus, typiquement via l'intermittence. Oui, tout ça. c'est ça. Bah, en fait, ça serait un peu un abus de pouvoir de demander d'être freelance. Enfin, c'est pas très stable pour la personne, on va Oui. dire. L'intermittence, on va avoir Pôle emploi qui nous reverse des redevances si on a des jours où on est malade ou on est off. Pareil, on va, j'imagine, je n'ai pas trop regardé, mais cotiser pour la retraite. Oui, Il oui. y a des choses comme ça, il y a des avantages à être intermittent plutôt que freelance. Parce qu'en tant que freelance, en fait, il y a tout qui repose sur nous. Donc il n'y a pas ces cotisations, il n'y a pas ces choses-là. On paye juste les charges par la sécurité sociale. On participe, ce qui est quand même bien aussi de participer. Mais oui, c'est sûr qu'on se sent moins soutenu. Et en fait, on sent qu'on est disposable, on va dire, que du jour au lendemain, ça s'arrête. Donc c'est quand même agréable d'avoir la possibilité d'être intermittent et que si le contrat s'arrête, il y a Pôle emploi qui reprend le relais. Voilà, il y a une sécurité. Oui, typiquement, via un régime d'auto-entrepreneuse, le Covid arrive, le studio, pour une raison ou pour une autre, décide d'annuler un projet. Tu n'as rien et tu n'as vraiment aucun revenu, alors qu'en étant dans le système régulier de l'intermittence, tu as le système qui te permet d'avoir une rémunération. Tout à fait. Et qui fait que ça tourne. Donc c'est un certain filet de sécurité et c'est plus agréable. Après, c'est sûr que moi, c'est pas le CDI, hein, mais ça a pas mal d'avantages, donc c'est quand même assez sympa. D'accord. Eh bien écoute, je pense qu'on a peut-être une question bonus, une ou deux questions. Bonus. 5 questions bonus. 5 questions bonus, magnifique. Une petite question sur les ambiances dans les studios. Ouais. Puisque du coup, tu as vécu dans des grandes entités, des petites entités. Quelle est la différence? Comment ça se passe? Bon, alors déjà, l'ambiance dans le studio, ça varie vraiment de chaque entreprise. Il ne faut pas se dire que vu que c'était hyper cool à un endroit, ça va être la même chose à un autre. Et puis c'est quelque chose qu'on peut ressentir pendant l'entretien d'embauche, donc il ne faut pas hésiter à se fier un peu à son intuition. Dans les petites entreprises, c'est vraiment très familial, c'est-à-dire qu'on va connaître tout le monde, vraiment tout le monde. Il y a 60 employés, on est potes avec les 60 employés. On va connaître les TD, on va connaître les IT, on va connaître tous les autres départements. Dans les très très gros studios, on va retrouver cette ambiance familiale, mais juste au sein de notre département. Donc en fait, les 25 personnes avec qui on travaille, ça va être nos potes, et on ne va jamais rencontrer des gens qui sont 3 étages en dessous de nous, parce que oui, Framestore, c'est 900 employés à Montréal, donc ils sont dans un building et ils ont plusieurs étages. Donc en fait, on reste toujours à notre étage. Et à ce côté où
ben, y a moins de liens avec les autres départements malheureusement. Et aussi, dans un petit studio, on va plus être multitask, parler directement aux gens. Alors que dans un grand studio, ça va être un peu plus protocolaire, où il faut envoyer des notes sur ShotGrid pour que ça arrive au superviseur de l'autre personne qui le transmette. Donc c'est un peu plus long, c'est un peu plus protocolaire. Et des fois, bon, je vais le dire, hein, des fois c'est un peu chiant le fait que ça prenne autant de temps pour faire des choses très simples. Donc il y a deux salles, deux ambiances, mais chacun a ses avantages. Dans un petit studio, bon, bah, c'est familial, mais peut-être il y a peu de moyens. Dans un gros studio, ben, on a vachement d'avantages. Mais c'est un petit peu plus industriel, on va dire. D'accord. Autre question, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui nous regardent et qui voudraient rentrer à l'ESMA? Pour rentrer à l'ESMA, déjà, présenter un portfolio, hein, je pense que c'est vachement important. De montrer que vous êtes vachement intéressé par le dessin. C'est quand même un côté important du métier. Ensuite, moi, on m'avait dit qu'il fallait montrer que je m'intéresse à l'art. Donc moi, ce n'est pas un problème pour moi, vu que ma mère est artiste. J'allais au musée très souvent. Donc, de montrer que c'est le milieu artistique nous intéresse. Donc, de parler des dernières expositions que vous avez vues, peut-être, que ce soit de la photographie ou de la peinture, ou n'importe. Et aussi le fait que vous avez peut-être, par exemple, si vous voulez aller en cinéma d'animation, est-ce que vous vous êtes déjà intéressé à comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez déjà utilisé certains logiciels? De dire que vous avez ouvert Maya ou Blender, ça peut vachement jouer. De montrer que vous avez peut-être déjà fait des images en 3D parce que vous êtes autodidacte, ça peut vachement jouer. Donc oui, de montrer que vous êtes motivé, volontaire et que vous vous intéressez au milieu artistique. D'accord. Oui, donc c'est peut-être pas tant la partie compétences, puisque finalement tu arrives quand même pour apprendre dans l'école, on va apprendre. Que le fait d'avoir de l'intérêt et du goût voilà, et de s'intéresser déjà. Tout à fait, d'être curieux, motivé. Alors tu as déjà donné quelques petits conseils tout à l'heure pour les futurs artistes, mais est-ce que tu aurais un mot supplémentaire pour les jeunes qui voudraient se former dans le secteur de l'animation et des effets visuels? Franchement, c'est le moment parce que c'est en train d'exploser. Donc, n'hésitez pas aussi de ne pas avoir peur de faire un métier artistique où vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas avocat, c'est pas un peu dans les clous. Il y a du boulot, il y a de la sécurité, il y a de l'emploi. Moi, ça fait 7 ans que je travaille et j'ai jamais été au chômage. De ne pas avoir peur en fait de la suite. Et puis, vraiment d'être curieux de tout. Et puis, d'aller voir plein de films au cinéma parce que ça fait marcher l'industrie aussi du cinéma et puis ça fait rêver. D'accord. Petit retour sur l'ESMA plus spécifiquement. Tu as parlé un peu de la vie sociale dans les studios, Oui. Mais comment ça se passe à l'ESMA? Est-ce qu'il y a des vacances? Est-ce que c'est vraiment des vacances? Et voilà, c'est de la part d'un futur étudiant de l'ESMA qui s'inquiète de ses vacances. Tout à fait, et qui espère aussi rencontrer des gens sympas. Alors, moi, je vais te parler de mon expérience. Donc déjà, oui, il y a des vacances. Après, c'est des vacances où il va y avoir des devoirs, en général. Donc, il va falloir travailler pendant ces vacances. Hein. C'est pas les vacances d'été où tu n'as rien à faire. Hein. Même d'une année sur l'autre, peut-être il y a un stage à faire, ou il y a peut-être commencer l'écriture d'un projet pour la dernière année. Donc, il va y avoir un investissement certain, même pendant les vacances. Après, tu auras des vacances. Si tu t'organises bien, tu peux avoir du temps pour toi, il n'y a pas de souci. Et en termes de rencontres, moi, j'ai rencontré une deuxième famille. C'est-à-dire que j'étais la plus jeune de ma promotion. J'avais 17 ans et j'avais des gens qui avaient 14 ans de plus que moi. Et en fait, c'est devenu une famille. Tout le monde prend soin les uns des autres. C'est une formation qui est exigeante, qui est un peu difficile. Qui est difficile. Donc, on se serre les coudes. Je ne vais pas dire que c'est un trauma parce que ce n'est pas le cas, mais on vit tous un peu la même épreuve difficile, donc ça nous soude vachement. Et on va tous s'entraider pour réussir. Il n'y a personne qui veut que l'autre rate. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, on va tous se soutenir les uns les autres. Et vraiment, moi, c'est les gens de ma promotion, c'est des gens que je revois régulièrement, avec qui j'apprécie travailler. C'est des amis pour la vie, c'est sûr. Donc voilà, tout va bien se passer. Parfait. Une autre question, est-il possible de se former à 40 ans? Oui, du coup, comme je disais, moi j'étais avec un gars, Andreas Müller, qui avait 32 ans passés, qui avait eu toute une carrière d'architecte avant,
qui avait une vie de famille. Et en fait, il a décidé de faire l'ESMA, de se reconvertir. Et je crois que après sa sortie de l'école, il est allé au Canada, à Vancouver. Il a travaillé sur, du coup, à Sony, sur Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc, c'est quelqu'un qui, au début, peut-être n'avait pas non plus autant d'adaptabilité que les plus jeunes qui se forment à une nouvelle technologie et qui apprennent plus rapidement, peut-être. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui aussi avait ce professionnalisme, cette qualité de travail, qui savait ce qu'il faisait, qui n'était pas là pour rigoler. Et après, en fait, il a tout explosé au fur et à mesure. Et là, voilà, c'est assez impressionnant. Donc oui, à 40 ans, la vie est encore longue, donc de ne pas hésiter. Moi, j'avais un collègue à Framestore qui avait été ingénieur avant. Et je pensais que ça faisait 15 ans qu'il était en métier. Et pas du tout, ça faisait 2 ans qu'il était en rig. Et en fait, il avait juste changé de carrière entre-temps. D'accord, donc effectivement, c'est possible et il y en a qui arrivent très bien. Oui, tout est possible. Est-ce qu'il est, justement, en termes de possibilités, est-ce qu'on peut réussir à trouver de la stabilité dans ce métier? Toi, tu as beaucoup changé de studio. Ouais. Est-ce qu'on peut quand même se fixer dans une région ou voire dans un studio? Et est-ce que c'est pas un peu compliqué, justement, d'avoir cette vie un peu instable géographiquement depuis la sortie? Alors, bon, moi, c'est vrai que j'ai changé beaucoup de studios. Je pense en 6 ou 7 ans, j'ai fait à peu près 5 studios. Donc voilà, ça vous donne un petit peu. Mais c'était important pour moi en fait de changer de studio parce que c'est là que je vais apprendre. En changeant, je me mets dans une zone d'inconfort. Et dans cette zone d'inconfort, je vais apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Je vais rencontrer plus de monde. Donc c'est une volonté de ma part aussi de changer de studio. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun de ces studios qui m'a mise à la porte. J'aurais pu rester dans chacun de ces studios, je pense, aussi longtemps que je l'aurais souhaité. C'est juste moi qui ai décidé d'aller vers une nouvelle aventure. Donc, bien sûr, si vous avez envie de rester à Montpellier toute votre vie, il y a des gros studios à Montpellier qui accueillent des gens qui sortent d'école. Mais après, je pense que c'est important aussi de sortir un peu de sa zone de confort pour apprendre de nouvelles choses. Et je pense que si je n'étais pas partie à l'étranger, j'aurais pas eu toutes les opportunités que j'ai aujourd'hui. Le fait de pouvoir télétravailler pour Paris, toutes ces choses, c'est quelque chose qui se gagne au fur et à mesure du temps. Donc oui, c'est tout à fait possible d'avoir cette stabilité et de rester dans la même région. Après, je pense qu'on est dans un métier qui bouge beaucoup, donc c'est peut-être bien au début de bouger, et puis après de trouver le studio de nos rêves, de se caler là, et de plus bouger, c'est tout à fait faisable. Oui, c'est vrai que bon, il faut savoir s'adapter. Après, effectivement, c'est selon le chemin qu'on veut tracer. Oui, c'est à nous de choisir. On a aussi des gens qui ont créé leur propre studio et historiquement, il y a quelques décennies, qui sont toujours dans ce studio qu'ils ont créé et qui ont du coup pas bougé du tout. Tout à fait, c'est une possibilité aussi, ouais. Et une dernière question, cette fois réellement. On avait parlé d'un projet, un rêve qui ferait changer d'avis. Tu avais déjà répondu, mais peut-être une question un peu plus ouverte. Où est-ce que tu te verrais d'ici quelques années sur un autre poste peut-être? Alors, un autre poste, donc moi je pense toujours rester dans le rigging parce que c'est ça qui me plaît. Après peut-être un poste avec plus de responsabilité, il y a plus de management peut-être à la supervision parce qu'au final j'en ai déjà fait dans certains postes sans avoir le titre, donc ça m'intéresserait beaucoup. Après en termes de studio, c'est sûr que moi je suis montpelliéraine, donc moi j'ai fait un petit peu tout mon parcours du monde où maintenant je rentre en France et j'aimerais rester à Montpellier. Donc c'est sûr de s'établir dans un studio montpelliérain, ça serait le rêve pour moi. Parce que travailler pour un studio français c'est génial, mais travailler pour sa ville de naissance c'est encore plus fou. Donc ouais, ça me plairait beaucoup. Oui, puis c'est vrai, on en discutait un peu avant le début de la conférence, mais du côté de Montpellier, il y a de plus en plus de studios qui s'installent, il y a un vrai écosystème maintenant en place. Ça bouge vachement, enfin, c'est impressionnant. Moi, je pense que les nouveaux étudiants qui vont faire l'école ou qui sortent maintenant, ils ont vachement de chance parce qu'ils ont ce choix-là à la sortie de pouvoir rester à Montpellier, qui est une ville formidable. Moi, à la sortie de l'école, j'ai pas ressenti qu'il y avait autant de choix. Et du coup, je suis allée à l'étranger. Mais maintenant, il y a des studios de très très grosses carrures qui sont là, qui sont présents. Et donc, on peut travailler sur des gros projets tout en restant à la maison. Oui, et puis effectivement à Montpellier et aussi dans d'autres villes. Alors, outre Paris qui reste un gros secteur, du côté d'Angoulême, Bordeaux qui se développe pas mal depuis quelques années aussi.
Du côté de Lyon un peu, qui était historiquement assez jeux vidéo, mais avec des choses qui évoluent. Ouais, il y a beaucoup de Un peu dans le studios nord en de la province. France aussi. Ah, c'est assez fou. Je pense qu'aussi avec la pandémie, les gens ils ont vu que de rester dans son Oui. petit appartement, bon, c'est un peu difficile. Donc d'être bon, en province, comme ils disent, ben, il y a une certaine qualité de vie. Moi, je vois quand je vais à Paris, il y a tout qui va à fond, ça ne s'arrête jamais. Puis quand je redescends à Montpellier, il y a cette sérénité, ce calme, le côté vie de famille aussi qui est très agréable. Donc c'est un rythme de vie différent. C'est super cool que les studios se rendent compte que c'est vachement important aussi pour les artistes. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a des studios qui nous l'ont dit explicitement. Je pense par exemple à Tsunami qui s'est installé à Montpellier, avec la possibilité de travailler, d'aller faire du surf ensuite, d'être pas loin de Paris et de dire bah oui, voilà, on a une vraie qualité de vie et on sait qu'en étant ici, on va attirer des artistes qui ont envie de sortir de Paris et de rester Bien près d'une sûr, grande c'est un ville. vrai attrait. Et il y a plein d'étudiants qui me disent ça. À chaque fois, ils me disent oui, j'aimerais rester à Montpellier, c'est super. Qui découvrent la vie étudiante ici et qui se disent ah, c'est une ville géniale. Donc oui, il y a plein de studios qui ouvrent et qui sont disponibles. Donc c'est super cool. Parfait. Bah écoute Lucie, on va te laisser te préparer pour la suite. Je suppose que tu vas suivre les VES Awards Oui, bah c'est ça, en c'est direct. cette nuit. Cette nuit, donc dans quelques heures, Ouais. tu vas savoir si tu reçois le prix. On verra On bien. croise les doigts. Croisez tous les doigts, peut-être ça changera quelque chose. Et puis merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en direct, d'avoir posé beaucoup de questions. N'hésitez pas à suivre les comptes de l'ESMA sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitch, la chaîne YouTube pour voir les prochains courts-métrages. Et puis encore merci à toutes et à tous. Au Bonne revoir. soirée.